Bien, bonjour, rebonjour. C'est la commission de sécurité nationale. Pour le diagnostic de sécurité, on parle de médicaments. Donc aujourd'hui, on va plutôt parler de vaccins qui doivent être testés. Merci beaucoup, Mehdi, et merci de m'avoir invité à participer à cet atelier. J'espère qu'au bout de 40 minutes de parler sur les vaccins basés sur la CSP, je vais vous convaincre que peut-être que ce n'est pas les meilleurs vaccins qu'on a aujourd'hui, malgré le fait que c'est les seuls qu'on a. Pour avancer, on fait comment Voilà, alors je vais vous donner en premier lieu une petite présentation sur le panier et la vaccination antipalliale. Puis je vais parler du développement des vaccins basés sur la CSP et puis parler peut-être de nouveaux antigènes qu'on pourrait utiliser. Alors, vous connaissez tous ce titre. L'intérêt du créer des systèmes qui est du point de vue humain, du moment où le sporozoïde est déposé dans la peau jusqu'à ce que le parasite sorte de l'hépatite infectée, c'est que cette phase de l'infection, qui est une phase peu étudiée, et celle où le parasite est plus vulnérable. Il faut s'imaginer qu'il y a à peu près une dizaine à une trentaine de sporozoïdes qui sont injectés par le moustique, à sa petite infectance, il n'y a pas de masse parfois, et qu'il y a à peu près une dizaine, une quinzaine de parasites. Si on peut arrêter l'infection à ce niveau-là, ça disparaît. Donc un vaccin qui peut arrêter une quinzaine de parasites qui sont injectés dans les zones de hyperendémie une ou deux fois par jour serait une bonne affaire puisqu'il y aura éradication du virus immédiatement. Alors, pour vous donner un petit point historique, il faut toujours savoir bien historiquement, le paludisme est un parasite, le parasite du paludisme est un parasite français, découvert par l'Allemand en 1880, et ce qu'il a vu, malheureusement, quand on sait très bien, il a vu ça en microscope, évidemment il regardait le sang frais, et il a vu un petit corps avec quelques saletés dedans, puisque c'est l'hémozoïde, avec quelques flagelles qui sont en train de sortir à côté. Il a toujours pensé que c'était les flagelles qui étaient le facteur vivant, le parasite vivant, et que tout ce qu'il y avait comme globules rouges qui contenaient du pigment ou des corialins, c'était des toxines. Donc il a toujours pensé, très longtemps il a pensé que le parasite était de flagelle. On sait aujourd'hui que le flagelle, c'est le microgamétocyte qui est en train de sortir, et des microgamètes qui sortent. Et ayant été découvert en 1880, il a fallu techniquement avant que les autres soient convaincus que ce que la France voyait était vrai. Deuxièmement, il a fallu attendre en 1898, donc 18 ans plus tard, avant qu'on ait découvert comment le paludisme est transmis d'une personne à une autre. C'est Patrick Malcolm qui a eu l'idée, il avait déjà compté un certain nombre de ans à cet âge-là, il avait découvert la transmission de la filariose par les moustiques en 1874, et comme il avait pris sa retraite, il a convaincu un médecin écossais, Ronald Ross, qui allait en Inde, d'essayer de suivre ce flagelle de parasite dans les moustiques pour voir comment il se développe. Et en 1898, Ross a pour la première fois démontré que les moustiques transmettent le parasite. Au même moment, Grassi, en Italie, où il y avait autant de paludisme quand même, du moins dans les alentours de Rome, a découvert la même chose. Quelqu'un a pensé qu'il était le premier, Ross l'a accusé d'avoir volé ses idées, il l'a accusé comme ça les choses se sont faites. Pendant 25 ans, ils ne se sont pas beaucoup parlé ensemble. La paludologie italienne était extraordinairement forte au début du siècle. Alors là aussi c'est malheureux qu'on ne voit pas très correctement. Voilà le type du parasite qu'on avait en à peu près 1900, quand on a découvert la transmission par le moustique, donc ça c'est le proboscis du moustique qui injecte des sporozoïdes, et entre 1945, 46, 47, 48, c'était ça le type. Si on pouvait voir plus fort, on verrait qu'il décrivait le type comme un sporo qui rentre dans un globules rouge, et puis ce globules rouge se développe et il fait sa physionomie après une etc. Vous voyez bien que ça, c'est une erreur, parce que dans ce cycle-là, il n'y avait pas, pendant 40-50 ans, on ne savait pas qu'il y avait une phase hépatique, une phase préhépatique.
Et ceci est dû à une erreur faite par, une erreur de peut-être, par un chercheur allemand qui s'appelait Fritz Navy, qui a eu le prix Nobel pour avoir découvert le Treponema pallidum, qui est la bactérie qui est responsable pour le syphilis. Il est mort assez souvent, il avait 35-36 ans quand il est mort, mais dans une de ses études du parasite, il a vu sur sa module du vache un sponge qui rentrait dans un globule rouge, et il a fait, avec ce qu'il a vu dans ce paradis vivant, il a pensé que le spore tombe directement dans le globule rouge et se développe pour faire un anneau, et cet anneau après pour faire le type de. Malgré le fait qu'il a été le seul à pouvoir voir ça, et que d'autres ont essayé mais n'ont pas pu le voir, on a toujours pensé que c'était très logique de dire que le spore va directement, puisqu'il a injecté par le motif dans le sang, il va directement dans le sang. Il a fallu à peu près une vingtaine d'années avant que certains chercheurs commencent à croire qu'il y a un petit problème avec ceci, principalement parce que pendant les premiers 7-8 jours, on pouvait traiter à la clinique une infection par le et personne n'était guéri complètement. Alors que si on mettait du temps, on était guéri immédiatement. Et autrement, il y avait des relapses du vague, c'est ça une longue histoire. Donc, dans les années 30, on a commencé à penser qu'il y avait un cyste cassé, un morceau de cyste qui était cassé. Et ce sont deux Anglais qui ont réussi pour la première fois à le démontrer, un Victor et Garnham, et ils ont démontré ça en premier chez le macaque, avec plasmodioxynomodule, et puis chez l'homme, leur technicien en fait. Et dans les deux cas, ils ont injecté des millions de spongies ICT, une dizaine de millions de spongies, et à la personne ou au singe, et 2, 4, 5, 6 jours plus tard, ils ont prélevé un morceau de foie, et ils ont pu démontrer qu'il y avait dans le foie un parasite qui était en train de pousser. Donc on a découvert le cycle complet du parasite que 50 ans après la découverte de la transmission et 70 ans après la découverte du parasite humain. Ce qui fait que le cycle du parasite, on a découvert le parasite en 1880, et c'est seulement 100 ans plus tard qu'on a découvert la dernière phase du cycle qui sont les hypnozoïdes. On savait que peut-être il y avait des hypnozoïdes, mais ils n'ont été démontrés qu'en 1980. Il se peut bien que 30 ans plus tard, on découvre autre chose sur le parasite. Ne pensez pas qu'on a tout découvert sur le parasite. Alors, le contrôle du paludisme était avant 1955, avant les années 50, pas 55, une affaire ou bien de drainage, ça veut dire de réduction de vecteurs, que ce soit l'arbutus, drainage ou l'étiquette, ou bien on ne disposait que de la clinique pour pouvoir contrôler le parasite. Je peux dire que ça marchait très très bien. On a pu contrôler le parasite dans beaucoup d'endroits, en Afrique inclus, quand on a mis les moyens. Ce qui s'est passé dans les années 40-50, on a découvert de DDT, un insecticide de très haut palier, qui était très bon marché, qui marchait très bien, et on a découvert la chloroquine, qui était une drogue avec effet secondaire très fine, très bon marché et extrêmement efficace. L'OMS a monté une campagne d'éradication qui a été initiée en 1955, qui a continué jusqu'aux années 70 où elle a été abandonnée, et qui a résulté à la disparition du paludisme dans presque toutes les zones non tropicales du monde, et une diminution extraordinaire du paludisme dans certaines zones tropicales telles que l'Inde, où on est tombé à quelques centaines de milliers de cas de paludisme en 1960-65, alors qu'il y en avait peut-être 200 millions de personnes. Malheureusement, résistance contre les drogues, le parasite, et résistance contre les insecticides par l'insecte, a fait qu'à ce moment-là, on s'est rendu compte que le paludisme n'était plus contrôlable, il n'était pas éradicable avec les moyens qu'on avait, et qu'il fallait faire autre chose. Avec la venue des anticorps monoclonaux, du clonage, de la culture de ces falciparantes, tout ça s'est passé entre 73, 74, 75, 76. On a voulu mettre un vaccin en place. Et la recherche sur dans le paludisme depuis les années 80 est principalement axée sur la découverte d'un vaccin. Et beaucoup d'équipes se sont précipités, sont toujours précipités ensuite pour trouver un vaccin. Le premier gène cloné du parasite était le gène de la CSP, je reviendrai plus tard, et c'est ce vaccin aujourd'hui, les vaccins, c'est celui-là, qui sont à la pointe du développement vaccinal.
Et pendant longtemps, on n'avait pas beaucoup de gènes dans tout gène de parasites. Maintenant, on a le génome entier. Donc, on a devant nous la possibilité de choisir plusieurs antigènes. Et au fil des années, c'est-à-dire entre les années 83, 84 et maintenant, on a découvert plusieurs molécules qui peuvent être des vaccins, des candidats à vaccins, des candidats à vaccins du parasite. Énormément pour les stades érythrocytaires, c'est facile d'accès, on peut les cultiver, on peut donner plus facilement. Beaucoup moins pour les stades érythrocytaires, en général découverts en regardant ce qu'il y a chez le sérotype. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucun vaccin qui marche, il y a très peu de protection. Une des raisons principales, et ce n'est pas ce dont je vais parler aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas par quel moyen les personnes, l'autre du plasmodium, que ce soit l'homme ou les autres OCSV, on ne sait pas par quel moyen ils acquièrent une immunité. On acquiert une immunité naturelle, ça c'est clair. Et très peu stérilisante, ou très peu souvent stérilisante, seulement par le fait que quand on observe dans la nature les personnes ou les autres vertébrés, on trouve qu'ils sont tout le temps infectés, malgré le fait que très souvent ils sont infectés mais pas malades, ils contrôlent la parasitémie. On ne sait pas comment cette immunité est acquise. On sait qu'il faut beaucoup d'expositions aux parasites, et que si on tue le parasite, l'immunité disparaît vite. Parce que le concept de prémunition de Sergent, le vecteur de l'Institut Pasteur en Algérie, avait mis en route en 1923. Comme on ne connaît pas les mécanismes militaires, on ne connaît pas les cibles, et je pense que presque, à mon avis, presque toutes ces cibles qui ont été trouvées, qui sont utilisées aujourd'hui, ont été déterminées empiriquement. Et il n'y a aucune raison pour penser que celui-là est mieux que celui-là, ou que celui-là est mieux que celui-là. Le fait est que si on veut savoir si un des vaccins basés sur un de ces antigènes marche, il va falloir le faire. Ça, c'est pas une très bonne chose, parce que c'est être. Alors, je vais venir à ce vaccin, la CEC, et expliquer d'où ça provient. Alors, à la base de la CEC, est une observation faite dans les années 67, que si on utilise un sporozoïde irradié comme élément vaccinant, donc c'est un vaccin atténué, que si on injecte quelqu'un avec des sporozoïdes irradiés, et on revient plus tard avec des sporozoïdes, une épreuve avec des sporozoïdes normaux, ces personnes-là, ou ces autres-là, sont protégées complètement. Ça veut dire qu'on ne peut pas initier une infection parasitaire. Ça veut dire que les sporozoïdes rentrent dans le corps, vont au foie, et ou bien ne se développent pas, ou bien ils se retirent. Cette expérience faite remonte à des observations de Sergent en mettant sur le plasmodium d'oiseau, et accidentellement une inactivation par UV qui a été faite sur le plasmodium d'oiseau par des chercheurs anglais qui travaillaient en Inde en 1941. Ils ont reproduit ce qu'ils ont vu par irradiation, par rayon X chez les rongeurs, les plasmodiums de rongeurs, ont été reproduits au fil des années chez l'humain. Et aujourd'hui, c'est la seule façon d'obtenir une protection complètement stérile chez l'homme, par une vaccination expérimentale. Elle est basée, comme je dis, sur un sporozoïde atténué, et on a voulu, à partir de ça, savoir comment faire cette vaccination en utilisant des sous-unités du parasite, ça veut dire des antigènes, plutôt que d'utiliser un sporozoïde irradié. Et les sporozoïdes irradiés, pour les produire, il faut beaucoup de travail. Et pour obtenir une protection stérile, il faut beaucoup de sporozoïdes et il faut injecter au moins chez l'homme au moins 1000 piqûres infectantes. Donc vous voyez, ça c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire comme vaccination de routine. Avoir quelqu'un à qui on soumet 1000 anophèles vraiment infectés, mettre sur la peau sur une dizaine de fois, pour dire que vous êtes maintenant protégé pendant un an, ça ne va pas très bien. Alors, les personnes qui ont découvert en premier ce phénomène, ou bien qui l'ont démontré en premier, c'est les rongeurs Victor et Ruth Nussbaum et Jérôme Van der Velde, ont voulu étudier qu'est-ce qui se passait et quels étaient les antigènes à la base de cette immunité. La chose qui était la plus voyante et qu'on pouvait mesurer le mieux, c'était que quand on prenait un sérum d'animaux
ou d'hommes qui étaient immunisés et donc protégés, et qu'on mélangeait des sporozoïdes normaux à un sérum normal ou un sérum humain, et bien le sporozoïde, il perdait, c'est comme si on lui prenait la peau et on la tirait. Et donc il y avait la membrane du sporozoïde qui s'enlevait. Et les antigènes, les protéines qui existaient en majorité ici, c'était une protéine qu'on a appelée la circumsporozoite protein parce que c'est une protéine qui est autour du sporozoïde. Cette protéine a fait des grandes études pour pouvoir trouver des anticorps contre cette protéine, pour pouvoir la purifier, pour pouvoir l'utiliser dans un cas. Et ils ont réussi à la cloner en 1983, le premier gène de plasmodium qui a été cloné. On l'a donné, ce plasmodium cynomodie en premier, puis je pense, c'est immunologie, puis cynomodie, puis c'est falciparum. Et dans tous les cas, c'est un antigène qui n'est pas très grand comme taille, c'est 1200-1400 bases, donc c'est 40 kb en 46 kilodatomes. Il y a trois parties. Les deux côtés sont relativement très conservés, sauf une petite région ici. Et la partie au milieu, ce sont des répétitions. Dans le cas de falciparum, NAMP ou NZTB qui sont répétés plusieurs fois. Et qui sont, eux, ces acides aminés répétés sont des épitopes immunodominants contre les anticorps. On a donc pensé que c'était les anticorps contre cette région-là qui donnent la protection, puisque quand on prenait des sporozoïdes, on ajoutait des anticorps, et bien les sporozoïdes n'étaient plus très viables et n'étaient plus très infectés. Par contre, les études, surtout ces dernières 5-6 années, ont montré que la CSP est utile dans le développement de l'oocyte, et est utile pour la motilité de l'oocyte, que ce soit pour l'invasion des glandes salivaires et les interactions avec les hépatocytes. Donc c'est une molécule qui est importante pour beaucoup de choses et pas nécessairement seulement pour l'immunité. Et depuis la découverte en 1983, on a aussi découvert, donc je vous mets ici c'est quoi le processus d'immunisation, on injecte des sporos, on a découvert qu'il faut que le sporozoïde atténué envahisse les hépatocytes. S'il n'y a pas d'invasion des hépatocytes, il n'y aura pas d'immunisation. Et que dans l'hépatocyte, le sporozoïde qui a été atténué est en développement arrêté. Quand on revient avec une infection d'épreuve, les sporozoïdes qui rentrent vont dans le foie. Il y en a qui pas peut-être pas tous, mais ceux qui vont dans le foie sont tués dans le foie. Et les anticorps sont en train d'inhiber l'invasion des hépatocytes et les cellules T sont en train de détruire ce qu'il y a dans le foie. Et c'était ce mécanisme-là, on ne sait pas exactement par le mécanisme, mais on sait que car les anticorps et les cellules T sont impliqués. On ne sait pas exactement encore comment. Alors depuis sa découverte, on a essayé plusieurs formes de la CS, que ce soit par ADN, par peptides, des protéines recombinantes dans différentes protéines isolées, ou bien dans des virus, ou bien dans des bactéries, ou bien dans des parasites, on a produit ça. On les a mis avec plusieurs types d'adjuvants, on les a injectés de façon différente, et on a fait à peu près 30 essais vaccinés chez la souris, 4 au moins chez les chimpanzés et 27 chez l'homme. Aucun d'eux n'a pu reproduire une protection stérilisante. Alors, si en 30 ans on a fait tout ce travail, on n'obtient pas une immunité stérilisante, il faut commencer à se poser la question si vraiment l'antigène sur lequel on a basé tout ça est le bon antigène. Alors, je voudrais, c'est très difficile à voir maintenant, malheureusement, le vaccin qui a été le plus avancé et qui est aujourd'hui d'actualité, c'est un vaccin qui s'appelle RCSS, qui a été développé par GlaxoSmithKline, aujourd'hui c'était Glaxo et l'armée américaine, l'armée de terre américaine, qui consiste en cette partie répétée, la partie C-terminale du parasite, de l'antigène du parasite, avec l'antigène S de l'hépatite, du virus de l'hépatite. Ils sont mélangés ensemble, ils font une particule. Cette particule est mélangée quand ils l'ont écrit en premier, ils l'ont mélangé à 3 adjuvants différents, et ils ont testé sur des volontaires naïfs qui ont été vaccinés avec le RCSS, et puis ont été intoxiqués par des mucus infectés. Et vous ne voyez pas très bien ici, mais il
y a eu dans un cas, il y a eu 6 ou 7 ou 8 personnes qui sont protégées avec un des adjuvants et 2 ou 3 sur les 8 ou 9 qui ont été protégés avec les autres adjuvants. Donc, cette étude qui est sortie en 1987 a montré 86% de protection stérilisante chez un volontaire naïf avec une combinaison spécifique d'adjuvants et d'antigènes. Je mets ici 48%, parce que quand ils ont répété ça plusieurs fois, les autres essais étaient moins bons, et en fin de compte, quand on met tous les essais qu'ils ont fait avec cette combinaison, c'est à peu près 50%, mais de protection stérilisante. C'est ce qui est venu le plus près de ce qu'on a vu avec, quand on compare avec le sporovirus irakien. Donc c'était pas mal, c'était assez bien. Et il faut dire que si on a un vaccin qui protège à 50% contre l'infection, ce serait vraiment, peut-être pas un vaccin fantastique, mais la meilleure chose qu'on puisse avoir et qui serait d'utilité extraordinaire. Alors, on a voulu, après ça, bien sûr, une fois qu'on avait montré ça, on a voulu le tester sur le terrain. Donc, on a fait une première étude de terrain en 98, donc immédiatement après, en Gambie. C'est des adultes, donc qui ont une certaine immunité. C'est des hommes adultes seulement. C'est une phase qui a été étudiée en 2001. Alors, l'étude a montré que ça c'est une courbe Kaplan-Meier, ça veut dire que ça c'est le nombre de personnes qui ne sont pas infectées, et au fil des semaines, ça c'est des semaines, il y a ceux qui sont immunisés, RCS, ASO2, ASO2 c'est le nom de l'adjuvant, ou les contrôles. Et vous voyez, quand on a calculé la protection, si on a calculé la protection les premières 6 semaines après la dernière, donc à ce niveau-là, les premières 9 semaines, on avait une protection de 71% de protection. Mais si on a calculé ce qui se passe entre là et là, eh bien il y avait 0% de protection. Et en moyenne, c'était une protection de 30% contre l'infection. Je reviendrai plus tard au problème qu'il y a avec ce type d'étude. On a fait un certain cas qui s'est fait avec à peu près 300 personnes. Sur 150 de personnes qui étaient immunisées ici, on a re-immunisé en 99, donc à la prochaine saison, et on a trouvé cette fois-ci, à peu près encore pour les premières 9 semaines, on aurait regardé que 9 semaines cette fois-ci, on a trouvé que pour les premières 9 semaines, il y avait à peu près 40% de protection. Donc, la protection n'était pas mauvaise, donc ça promettait, et peut-être que c'était bon, mais il faut dire que 2 mois, 3 mois, si vous voulez, 2 mois et demi après la fin de 3 doses d'immunisation, il n'y avait plus de protection pour ces personnes-là. Donc, comme vaccin, ça ce n'est pas très bien. Si vous devez immuniser 4 personnes 4 fois par année, pour les protéger à 30% ou 40%, je ne sais pas si ça vaut la peine de ce point de vue-là. Les deuxièmes essais qui ont été faits, cette fois-ci avec un nombre plus conséquent, c'est des enfants entre 2 et 8 ans, si je me rappelle bien, faits en Mozambique, à Manissa, par Pedro Alonso et l'équipe de Jérica. Ils ont eu 2 cohortes, chacune, la première à peu près 1600 personnes, divisées en 2 groupes, contrôle et vaccin, et la deuxième à peu près 500 personnes. Ils ont mesuré 2 choses différentes. Dans cette cohorte-là, et ça c'est point 2, point 4 jusqu'à 1, donc ça c'est les proportions. Dans cette cohorte-là, avec un suivi de 6 mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, vous avez en bleu ceux qui n'étaient pas vaccinés, et en rouge ceux qui étaient vaccinés. Ça c'est l'incidence cumulative de nombre de personnes qui ont eu au moins un épisode de panique durant cette période-là. Et donc ils ont vu que, premièrement, il n'y a eu que 20% des personnes qui ont eu un acte de panique, et qu'il y avait une différence entre ces deux-là. Au même moment, ils ont regardé dans d'autres corps un type différent. Ils ont démontré ici, ils ont regardé le nombre de personnes qui ont acquis une infection. Ces personnes-là n'avaient pas été traitées avant le début de l'expérimentation, mais ceux-là ont été traités une fois que la dernière dose du vaccin a été donnée, on les a traités avec de la théométhamine pour enlever ce parasite. Et là, ils ont vu par microscopie quel parasite était en train de sortir. Donc ça, c'est cumulativement le nombre de personnes qui ont été infectées par le plasmodium après, au cours de 6 mois. Si vous voyez, si vous pouvez voir un peu mieux, ils ont découvert qu'ils avaient 30-40% de protection qui a été calculée en regardant le person per year active. De façon statistique de calculer, si je ne veux pas rentrer dans les détails,
bien, mais leur conclusion à eux était qu'on avait 29%, disons 30% d'infections contre un accepté, qu'il y avait 60% presque contre le paludisme, ils avaient 26 cas dans un cas et 14 dans l'autre, et que contre l'infection, il y avait 45% de protection. Et rappelez-vous que ce vaccin est un vaccin qui était contre l'infection. Donc ils ont vu qu'il y avait protection contre l'infection qui n'était pas trop mauvaise, et qu'ils ont vu qu'il y avait une protection et contre la clinique et contre la sévérité de la pathologie. Ça, c'était la conclusion qu'ils ont sortie. Pour moi, ce vaccin est inefficace. Et quand j'ai recalculé en regardant, les interfaces de confiance pour celles qui étaient assez faibles, surtout celui-là. Et deuxièmement, si vous regardez, au bout de 6 mois, si vous prenez les contrôles et les vaccinés, dans ce cas-là, il y avait 92%, dans celui-là, il y avait 83%. Donc, moi, c'est une efficacité contre l'infection qui remonte à peu près 10% et pas à 45%. Et ces gens-là sont infectés. Donc, on a publié un article à ce moment-là pour dire que le vaccin ne marche pas, en polluant le vaccin. Et on a vu que, premièrement, les placebos qu'on utilise, et par l'école, je ne vais pas rentrer dans ce détail, le problème principal pour moi, c'était qu'on fait la détection et donc on calcule s'il y a protection ou pas en regardant en microscopie. Alors que si on regarde par PCR, on se peut bien que les gens dans la plupart des cas, qui ont une certaine immunité, qu'il y a peut-être une diminution de la charge parasitaire, que si on regarde par PCR, on ne verra pas. Et ça changera peut-être les 30-40% de protection qu'ils ont vu à peut-être 5-6-7% qui est statistiquement négligeable. Et dernièrement, dans tous les essais qui ont été faits, on n'a pas les data primaires, on n'a que leur calcul statistique sans avoir les data primaires pour pouvoir refaire les analyses d'une autre façon ou bien regarder la protection d'une autre façon. Ils ont refait, pas mais ils ont resuivi la même cohorte qui était cette cohorte-là, pour revenir, c'est là. Ils ont suivi cette cohorte. Donc vous voyez ça c'est point 2 avant c'était 1 c'est point 2. Ils ont suivi cette cohorte encore 12 mois. Ils ont refait les calculs en disant écoutez on a toujours 48% de protection pour les sévérités, 35. Il faut se rendre compte que dans ce cas-là, ces calculs sont basés sur les analyses des data entre 0 et 18 et les premières entre 0, la première étude entre 0 et 6. Donc même si vous voyez ici, les courbes sont presque parallèles, c'est-à-dire qu'il n'y a presque plus de différence entre les deux corps, statistiquement parlant, ce qui s'est passé ici est reflété quand on fait l'analyse, etc. Pour moi, je pense que c'est relativement, malhonnête, c'est pas le mot, mais optimiste, cette façon de présenter. Et l'importance de tout ça, dans toute cette histoire, comment on interprète les résultats d'essais cliniques qui ont coûté beaucoup et qui ont impliqué des milliers de personnes dans ce cas-là, jusqu'à maintenant, en 2005 en France, c'est que maintenant, parce que ce vaccin est en train d'être poussé très fort, il y a aujourd'hui à peu près 7 ou 8 phases de B, des essais phases de B en train d'être faits aujourd'hui dans plusieurs sites en Afrique, et qu'ils ont déjà un financement pour 12 phases 3 dans plusieurs pays africains qui vont impliquer des dizaines de milliers de personnes. Et pour l'instant, en incluant ce qu'il va y avoir ici, ça va coûter à peu près 600-700 millions de dollars. Pour un vaccin que je pense ne marche pas, il n'y a aucune raison de penser plus que quelques statistiques qu'il marche. Je suis sûr que certains parmi vous sont dans des pays où on va tester ce vaccin. La raison pour laquelle je pense qu'il va tester dans tant de pays avec tant d'argent, c'est que la Fondation Gates a bien voulu donner l'argent, ils ont soutenu le GSK et ce vaccin. Donc, il ne faut pas penser que parce qu'il le fait, il va marcher. Les 600 millions de dollars, peut-être aurait été mieux dépensés ailleurs. Et les sites où on va faire des essais ne vont plus pouvoir faire des essais vaccinaux pendant longtemps. Et peut-être qu'il aurait fallu penser à conserver le nombre de sites qu'on a. Alors la question maintenant que peu de gens se sont posées, nous on se les posait avec Laurent Régnard en France, premièrement, est-ce que le TSC est un candidat vaccin qui est correct et qui est convenable comme étant pour faire un vaccin anti-infectieux. On a regardé dans la littérature de rôle, s'il y a un rôle, voir s'il y a une immunité active naturellement,
Et on a fait des expériences au laboratoire pour essayer de décortiquer son rôle dans l'acquisition de l'immunité cellulaire. Je vais vous présenter brièvement les résultats des deux, et puis m'arrêter. Alors, premièrement, quand on regarde la prévalence des anticorps anti-TS, la prévalence des cellules anti-TS, elle n'est pas très bien corrélée avec une protection contre l'infection. Mais quelle est la partie de l'immunité qui est contre l'infection par les sporozoïdes sur le terrain? Extrêmement limitée. On pense que elle existe, mais on ne sait pas à quel point et on ne peut pas la mesurer. Il n'y a aucune évidence ou preuve formelle que l'immunité acquise contre la TS chez l'homme en pleine nature a un effet sur le parasite qui va créer une infection qui va nous exposer qui vient. On a voulu exploiter deux choses, et on a exploité une seule chose. On a exploité la diversité des épitoxés, synthétiques et épitoxés lisses, et qu'on avait démontré ici. Ce sont des petits morceaux de la séquence acide aminé qui, quand on séquence que plusieurs touches, on voit qu'il y a des variations à des points bien définis. Donc il y a des parasites qui ont le CH2R, cette région, CH3R, celle-là. Il y en a qui ont cette séquence-là, ça s'appelle le type 1, ou cette séquence, le type 1. D'autres qui ont le type 5 et le type 7, le type 11, 13 de celui-là, le type 3, etc. Donc il y a une grande diversité qui a été considérée comme étant la résultante d'une pression immune, donc une sélection par immunité, pour que le parasite puisse s'échapper à l'immunité contre la terre. Il a évolué, il a été sélectionné pour avoir des variations à ce niveau-là, parce que ces épitoxes sont importants pour faire des réponses contre la terre, du moins indico. Donc on s'est dit, si ça c'est vraiment important et lié à la sélection immune, si on regarde dans une zone où il y a des personnes qui ont d'immunité qui n'en ont pas, on va voir que ceux qui sont humains, il va y avoir beaucoup de variations, très peu de variations, et ceux qui ne sont pas humains, il va y avoir une grande diversité parce qu'ils n'ont pas encore les anticorps ou les cellules qui vont agir à ce niveau-là. On a fait l'étude sur des échantillons pris sur plusieurs années sur la frontière birmano-thaï, et on a pris des enfants et des adultes, les enfants étant ceux qui ont peu d'immunité et les adultes ceux qui ont beaucoup d'immunité. Il y avait plusieurs autres raisons pour lesquelles on a fait l'étude ici et par ailleurs, mais je ne vais pas rentrer dedans. En tout cas, on a analysé de l'ACS de tous les parasites qu'on avait trouvés chez ces personnes-là. Donc il y avait quand même un grand nombre de parasites trouvés dans deux types différents. Il y a à peu près, à peu près 150-200 km entre ces deux. Quand on a analysé ceci, on a trouvé une chose, je ne vais pas vous montrer trop les choses, on a trouvé que 85% de tous les échantillons, que ce soit les enfants, les adultes, en 1996 et 2001, étaient composés de parasites qui avaient un seul type de thèse. 85%, c'est quand même impressionnant. Par contre, quand on a pris une centaine de ces échantillons-là, ou une cinquantaine de ces échantillons-là, qui ont un TS très précisément d'un seul haplotype, 4, 3, c'était 5, 1, ils étaient génétiquement extrêmement variables. Ça veut dire qu'il y avait des centaines de types de parasites qui circulaient, mais tous étaient sélectionnés pour être du type 5, 1. Des études semblables ont montré qu'au Brésil, avec des nombres plus petits, il y avait un autre type qui circulait dans une zone, 19 sur 23 étaient de ce type-là dans une autre, en Papouasie, 22 sur 22, sur plusieurs zones étaient du type 1-5. On a pensé que sans doute, ça veut dire que ou bien l'immunité contre la terre naturelle est de très courte durée, ou bien elle n'est pas du tout protective, et en tout cas, elle n'est pas vraiment sélective. Et je pense, et on a émis l'hypothèse, que c'est sans doute au niveau du moustique, quand le sporozoïde est en train d'évoluer pour aller envahir les glandes salivaires, que c'est peut-être le type de moustique qui existe dans différentes régions qui gère et qui régit cette pression et cette sélection de variation. Comme quoi la variation n'est pas nécessairement toujours vue dans un antigène à une réponse immune. Il faut bien que ce soit une sélection biologique. C'est assez compliqué de démontrer la sélection par moustique, il y a des moyens de le faire, mais il faut le temps. Alors on a voulu faire en deuxième lieu
une expérience qui a été publiée dernièrement, qui a été publiée juste il y a quelques mois, pour démontrer une fois pour toutes si la réponse immune induite contre la Terre est impliquée dans l'acquisition d'une immunité stérilisante. Alors pour ceci, on a pris, si vous ne voyez pas ça, mais c'est pas important, en vert, c'est la séquence en acide aminé de la thèse de Bergeni, en rouge de celle de Pesachyparov. Vous voyez qu'il y a dans certains, là où il y a des points, c'est qu'il y a des séquences semblables, mais vous voyez qu'il y a très peu d'endroits, surtout où on a, ça veut dire que l'homologie entre les deux est très faible. Les points de vue homologie, ils sont très distants les uns des autres, surtout au niveau des répétitions, et il y a des variations. Donc on a deux CS qui sont très différentes immunologiquement les unes des autres, qui sont très différentes au niveau de la séquence. Donc ce qu'on a voulu faire, on a voulu créer un parasite de Plasmodium bergeni, mais qui exprime la CS de Plasmodium falciparum. Donc avec des collègues à l'intérieur collègue, Ruth Patéwari et ses amis, on a obtenu un parasite Plasmodium bergeni dont la CS est celle de Plasmodium falciparum. Donc on a un parasite disposé de sporozoïdes qui était bergeni, et donc c'était exactement la même chose, sauf la CS qui était différente. Donc, la même espèce, mais juste la CS qui était différente. Et ce qu'on a fait, on a une hypothèse que si la CS, les réponses immunes contre la CS jouent un rôle, donc si on immunise avec la CS de Bergeni, le parasite de Bergeni, etc., les sporozoïdes irradiés normaux, et on fait une affection d'épreuve avec un Bergeni qui exprime la Terre, les réponses immunes ici ne devraient pas reconnaître ça, et on ne devrait pas pouvoir avoir une protection avec cette infection. Évidemment, il fallait absolument prouver que l'immunité spécifique contre la thèse de Bergeni ne cross-réagit pas avec la thèse de falciparum. Ce qu'on a prouvé en prenant les anticorps des souris immunisées par Bergeni avec la thèse de Bergeni, et on a pris des longues peptides qui correspondent au terminus M, aux répétitions de ces terminus des deux parasites, et on voit que les anticorps, comme on a immunisé avec Bergeni, les anticorps reconnaissent Bergeni, mais ne reconnaissent pas la S, le falciparum, ou bien du tout, ou bien extrêmement faiblement. Ça, c'est vraiment très faible comparé à 300 000 Donc, du moins du point de vue des anticorps qui sont générés par l'immunisation par Bergeni normale, ne reconnaîtra le Bergeni qui a la CS de falciparum. Pour les cellules T, qui sont les cellules effectives, on sait qu'elles sont effectives, on a regardé tous les animaux immunisés, et encore dans ce cas-là, il n'y a pas de réponse contre le terminus aminé, et contre le terminus C de carboxyle, les réponses ne sont dirigées que contre le Plasmodium bergeni, la CS du Plasmodium bergeni. Donc on n'a pas de cross-réaction entre les deux thèses, et on a maintenant fait une épreuve de parasites qui sont de souris immunisées par ces Bergeni normales. Quand on fait une infection d'épreuve avec des souris normaux de Bergeni, et bien on n'a pas 100% de protection. Il n'y a pas d'infection immune. Mais on a exactement 100% aussi quand on fait l'infection avec des Bergeni qui ont la CS de falciparum. Ça veut dire en l'absence de toute réponse immune contre la thèse, on obtient 100% de protection. Ce qui veut dire que dans ce modèle-là, sur lequel le modèle humain est basé, les data humaines et les souris sont presque identiques, les réponses immunes induites par l'immunisation ne confèrent aucune protection contre la thèse, donc ne confèrent pas de protection. Elles peuvent peut-être contribuer un peu, mais elles ne sont pas impliquées dans la protection stérique. Ça veut dire que la CS n'est pas l'antigène qui est responsable de la immunité anti-infection qu'on observe par le coraux irradié. Et qu'il y a clairement d'autres antigènes qui sont impliqués parce que l'immunité, on la voit. Et voilà où on en est maintenant. Donc, ayant eu ces data, et je ne vais pas en parler,
maintenant, ce que je pense, on peut maintenant penser qu'il faut commencer à chercher un autre ou d'autres antigènes qui seraient eux impliqués dans cette immunité séminisante, puisque dans ce cas-là, si je vais mettre mon argent et mon temps à faire un vaccin, je préfère le baser sur quelque chose qui va mener à, expérimentalement au moins, au niveau sur le modèle, à quelque chose qui va être protecteur, et pas quelque chose qui, si on le force beaucoup, pourrait donner pour quelques semaines peut-être une protection relativement faible, mais qui va disparaître dans bientôt. Et pour les plus de 3 millions de dollars qu'on vient de dépenser, ce serait bien de le faire avec 1 million. Donc je vais m'arrêter là. Discuter avec vous. Donc la parole au... S'il vous plaît. Ah, le travail.